Bonjour à tous, c'est Pierre, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler du Bitcoin. Ça fait longtemps que j'ai envie de faire une vidéo sur ce sujet. Ma dernière vidéo, j'ai parlé de l'or et c'est vrai que c'est une vidéo qui a été pas mal vue par rapport à la moyenne de ma chaîne. Ça intéresse beaucoup de gens, les valeurs refuges en fait. Comment, dans cet environnement économique et financier qui est assez agité, assez incertain, on peut faire attention à son argent et la protéger. Selon moi, le Bitcoin, c'est quelque chose qui est vraiment à considérer tout autant que l'or parce qu'elle a la même capacité déflationniste. Le Bitcoin a encore même plus de capacité déflationniste. Pourquoi? Parce que le Bitcoin, on sait qu'on va en émettre 21 millions et pas un de plus. Quant à l'or, on arrive à approximer en fait les réserves que l'on a dans le monde, mais on n'en est pas encore totalement sûr. Exactement comme le pétrole il y a quelques années, où on a trouvé depuis d'autres gisements qui nous fournissent en pétrole. C'est quelque chose aussi qui est possible sur l'or, et l'or également a tendance à pouvoir se recycler, ce qui n'est pas le cas du Bitcoin. Le Bitcoin, 21 millions, alors normalement on devrait avoir ces 21 millions aux alentours de 2140. Aujourd'hui, on en a 18 millions à peu près qui sont en circulation. En cette capacité de ne pas pouvoir produire plus de Bitcoin, on a là une vraie caractéristique déflationniste de cet actif. C'est pour ça que c'est hyper intéressant pour protéger son épargne, mais aussi pour les plus dynamiques, pour spéculer tout simplement sur la hausse du prix. On l'a vu dans le passé, et le Bitcoin, depuis qu'il existe, s'est très fortement apprécié, parce qu'il a été au début introduit à quelques centimes. Il était très facile d'en trouver, d'en miner. Donc le processus de minage, en fait, c'est de mettre à disposition de la blockchain ses capacités de calcul. Ça peut passer par un téléphone, par un ordinateur, ou par des hangars vraiment géants de serveurs, justement, sur lesquels on a des capacités de calcul qui sont développées, qui sont mises à disposition de la blockchain. Et en contrepartie, on est rémunéré avec du Bitcoin, donc ce sont les nouveaux Bitcoins qui sont créés. Et il y a quelques années, c'était très facile, aujourd'hui c'est de plus en plus difficile, et ça le sera encore davantage dans les années à venir. C'est pour ça qu'en quelques années, on a réussi à miner 18 millions de Bitcoin, et que pour les 3 millions restants, eh bien, on pense que ce sera sur les années donc 2140. Aujourd'hui, on est vraiment tributaire des banques centrales qui décident en fait pour nous de ce qu'elles font de notre monnaie, de notre argent. Si elles dégradent ou si elles ont tendance à améliorer notre pouvoir d'achat. On voit dans le monde aujourd'hui que la plupart des banques centrales ont des politiques expansionnistes d'un point de vue monétaire. Donc on fait tourner la planche à billets, ce qui dévalue la monnaie, que ce soit l'euro, le dollar ou le yen japonais par exemple. Avec le Bitcoin, on a là une vraie réponse, tout comme l'or, où vous avez quelque chose qui est fini et auquel personne ne peut aller rajouter en appuyant sur un simple bouton ou en créant juste une ligne de code de la quantité sur votre monnaie. C'est ça qui est particulièrement aussi intéressant avec le Bitcoin, c'est que le Bitcoin n'appartient à personne. Il n'y a pas d'entité qui va chapeauter un petit peu toute la blockchain. Non. Elle appartient à personne et donc du coup, elle appartient à tout le monde finalement. Donc ça, c'est quelque chose qui est hyper intéressant. C'est non contrôlable par une institution comme des banques commerciales par exemple ou des banques centrales. Alors je vous parlais du nombre de bitcoins en circulation. Il y a un événement majeur qui va se produire l'année prochaine. Aux environs de mars-avril 2020, on va avoir ce qu'on appelle un halving. Donc qu'est-ce qu'un halving? Eh bien en fait, la rémunération des mineurs va être divisée par deux. C'est-à-dire que quand ils minent un bloc, aujourd'hui, ils sont rémunérés de 12,5 bitcoins pour les récompenser. À partir donc de l'année prochaine, on va passer à 6,25 bitcoins pour la rémunération du minage de ce même bloc. Donc tous les 4 ans, la rémunération est divisée par deux. Et on voit d'un point de vue historique que c'est un événement majeur dans l'appréciation du prix du Bitcoin et que ça nourrit en général des grosses phases d'accélération. Ça paraît logique étant donné que les mineurs sont moins rémunérés en termes de nombre de Bitcoin, il faut que le prix de ce Bitcoin lui augmente pour que les mineurs s'y retrouvent finalement en termes financiers, puissent revendre ensuite un nombre moindre de Bitcoin et gagner autant, voire plus d'argent qu'avant le halving. Et on a vu dans l'histoire du Bitcoin, qui est certes qui est assez courte,
mais pour l'instant, ça suit exactement le même pattern, la même lignée, la même dynamique, où avant les périodes de halving, eh ben, on a une période de consolidation. Exactement comme on a actuellement, on a un Bitcoin qui est aux alentours des 7500 $ au moment où j'enregistre cette vidéo, donc on est au début du mois de décembre 2019, et on a une période où là le Bitcoin ne fait plus grand chose, et précédant les autres halvings dans l'histoire, il s'est passé exactement la même chose. Si on suit les modèles qui sont des modèles logarithmiques de prix du Bitcoin, eh bien le prochain Bitcoin devrait nous donner, si on poursuit sur la même lancée que dans l'histoire du Bitcoin, un Bitcoin aux alentours des 100 000 $ sur les 4 prochaines années. Donc ça va accélérer assez fortement, et puis d'ici à l'autre halving, donc en 2024, on devrait encore de nouveau avoir une accélération si on suit toujours le même modèle. De toute façon, c'est simple, et ça c'est mon analyse personnelle, le Bitcoin, il va soit arriver à zéro, ou soit il va juste exploser en termes de valeur. Si les mineurs décident d'abandonner la technologie parce que le prix ne suit pas post-halving, eh bien, s'il n'y a plus de mineurs, la blockchain ne vaut plus rien, et donc on a un Bitcoin qui va retomber à zéro. Pour autant, si les mineurs continuent de jouer le jeu, et on peut penser que ce sera le cas au moins jusqu'en 2140, l'année où sera miné le dernier Bitcoin, eh bien ça va continuer mécaniquement de porter le cours de ce Bitcoin. Et c'est ce qui s'est passé exactement dans l'histoire de ce Bitcoin. Voilà pourquoi je suis très positif aujourd'hui sur le Bitcoin, et pour moi aujourd'hui c'est la dernière phase possible d'accumulation de ce Bitcoin pour que ça puisse potentiellement avoir des retours sur investissement très importants. Parce que même si par exemple dans 4 ans on est à 100 000 $ le Bitcoin, que vous en achetez à 100 000 $, même si on va chercher ensuite les 1 million de dollars dans 10 ans, 15 ans, scénario qui est pour le coup plutôt très optimiste, vous aurez fait x10 sur votre investissement. C'est très bien faire x10 en 10-15 ans, mais c'est des résultats qu'on peut retrouver sur des actions, notamment des actions à haut dividende, et en réinvestissant donc les intérêts qui nous sont versés par ces dividendes. Donc c'est pas quelque chose qui soit extraordinaire, c'est pas quelque chose qui va changer en fait votre vie. Alors que là on est sur des cours où réellement on pourrait avoir un impact très important en termes de rentabilité, notamment si on va chercher le million de dollars dans 10 ans et qu'on l'achète là sur les 7500 $ environ. Donc pour moi globalement il reste 3 mois pour pouvoir accumuler, rentrer sur le Bitcoin avant que le train parte. Alors c'est vrai que la phase de consolidation qu'on connaît actuellement a refroidi pas mal de monde. Quand on a connu un Bitcoin sur la fin de l'année 2017, qui était vraiment au top, et là on sait qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui sont rentrés sur ces tops-là, et qui se sont fait doucher par ce Bitcoin, aujourd'hui ils ont du mal à y retourner. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, et ça c'est un élément hyper important, c'est que le Bitcoin suit une courbe de l'innovation. Et ça, on l'a constaté sur plein de process précédents, par exemple Internet. Encore plus dans l'histoire, les chemins de fer, c'était pareil. On a la même courbe de l'innovation, et plus précisément ce qu'on appelle le hype de Gartner. Donc là, je vous mets un petit graphe sur ce qu'est le hype de Gartner, et donc ça, c'est un élément qui est pour moi vraiment primordial. On a eu une innovation technologique. Là, en l'occurrence, le Bitcoin. On peut faire la même chose avec Internet. On a eu cette même innovation. Qu'est-ce qui a conduit cette innovation? Après qu'on ait des geeks, des experts dans le domaine qui l'aient adopté de manière très avancée dans le temps, eh bien on a tous les businessmen finalement qui rentrent aussi sur ce process-là, sur ce produit, qui vendent évidemment les idées qui y sont rattachées, et on a ce qu'on appelle une bulle qui se crée. Et globalement, fin 2017, c'était clairement une bulle pour le Bitcoin. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit que la blockchain allait révolutionner effectivement le process monétaire, et d'autres processus, et ça on le voit dans les entreprises, c'est vrai, la blockchain est aujourd'hui un système qui est largement adopté et qui fait ses preuves, donc il y a une vraie révolution derrière ça, on a acheté un potentiel qui à l'époque était bien trop important pour ce qu'était réellement le Bitcoin. Il n'y avait pas de vraie application sur le Bitcoin, si ce n'est de la réserve de valeur et un potentiel spéculatif, mais on pouvait très peu échanger le Bitcoin contre des biens dans des magasins par exemple. Aujourd'hui, c'est en train de se développer beaucoup plus,
et on a une vraie application matérielle qui est en train de prendre de l'ampleur derrière le Bitcoin. Ce qui n'était pas le cas en 2017 où on avait globalement beaucoup trop de spéculation sur ce qu'allait pouvoir devenir le Bitcoin. Et ensuite, on a eu une désillusion. Exactement comme la bulle Internet des années 2000, où n'importe quelle société qui mettait .com derrière son nom prenait des centaines de pourcents en bourse. Et derrière, on s'apercevait que ces sociétés-là ne valaient rien. Et donc, on a eu l'éclatement de la bulle. Exactement comme le Bitcoin aujourd'hui, en 2017, où voilà, on a eu des grosses désillusions, où on s'est rendu compte que finalement, le Bitcoin ne servait pas à grand-chose et qu'il n'y avait pas de vraie application. Donc forcément, ça ne valait pas ce prix-là à l'époque. Aujourd'hui, on a de plus en plus une adoption quand même sur le Bitcoin, une adoption globale, et on voit exactement comme pour Internet que ça prend le même chemin, notamment des sociétés Internet qui étaient vraiment laissées pour compte après l'éclatement de la bulle des années 2000, qui ensuite ont fait une vraie recovery, ont prouvé le business model, le fait que ça fonctionnait, et aujourd'hui Internet révolutionne vraiment encore le monde commercial, où on a globalement un chiffre d'affaires sur Internet dans le monde qui double tous les ans. Donc ça a encore une portée qui est vraiment très importante, alors que le Bitcoin, pas encore. On en est juste au début, ça c'est clair, il faut en avoir conscience. Il y a un élément aussi qui est bien abordé et que j'entends souvent en fait, qui freine les gens à investir dans le Bitcoin, c'est la régulation étatique, la régulation des banques centrales, la régulation des États. On voit que là aussi il y a eu un changement, et Internet c'était pareil. Au début d'Internet, dans les années 80-90, vous aviez des États, et notamment même des prix Nobel d'économie, qui vous disaient qu'Internet, c'était pour la pornographie et pour la vente d'armes. Que ça révolutionnerait jamais le monde, et que ce sera interdit d'avoir Internet, et que seul le Minitel était une vraie révolution technologique. Ça, je l'invente pas, hein, c'est un vrai prix Nobel d'économie qui disait ça. Il y a des interviews qui sont disponibles sur Internet où on peut le trouver en train de dire ça. Aujourd'hui, le Bitcoin, il souffre des mêmes critiques. On dit que c'est voilà pour tout ce qui est Darknet, et que ça va être interdit par les États et par les banques centrales. Là aussi, on voit qu'il y a eu un vrai changement de dialogue et des États et des banques centrales. Il y a quelques années en arrière, notamment sur la bulle de 2017, où on avait tous les États et toutes les banques centrales qui disaient faut interdire les crypto-monnaies, faut interdire le Bitcoin, ça permet de blanchir de l'argent, ça permet des activités qui sont illégales. Certes, c'est vrai que ça permet cela, mais tout comme l'argent, tout comme le dollar, tout comme l'euro aussi le permet via d'autres montages financiers. Et tout le monde voulait l'interdire. Aujourd'hui, le discours, il a changé. On souhaite plus l'interdire, on souhaite réguler cette activité. Et on le voit très clairement dans le discours de nos politiques. C'est comment on va réguler le Bitcoin, comment on va réguler les crypto-monnaies. Vous avez des pays comme la Nouvelle-Zélande, par exemple, qui ont appliqué des taxes spécifiques pour les échanges en crypto-monnaie. Donc quand je vais acheter un bien en Bitcoin, il y a une TVA qui est appliquée à cela. Donc ils sont en train d'intégrer dans la loi, petit à petit, les pays et les pays développés, comment intégrer les crypto-monnaies. Et ça, c'est un vrai changement et ça a une vraie importance. On voit notamment Christine Lagarde, qui est notre nouvelle présidente de Banque Centrale Européenne, qui est très intéressée par les crypto-monnaies. Alors évidemment pas le Bitcoin, parce que le Bitcoin fait concurrence directe au système financier et monétaire actuel, mais le XRP par exemple, elle a dit qu'il fallait vraiment s'y intéresser, et on voit des banques centrales qui de plus en plus développent leurs crypto-monnaies. Pour moi, c'est pas un frein du tout au développement du Bitcoin, le fait que les banques centrales développent leurs propres crypto-monnaies, parce que ça n'a juste rien à voir. Eux développent des crypto-monnaies qui sont basées sur un système fiduciaire que l'on a, les fiat currency, que l'on connaît comme l'euro ou le dollar, donc ils vont pouvoir aussi là faire tourner la planche à billets. Seul le support en fait change. Voilà. Donc ça fait pas du tout de l'ombre au Bitcoin, bien au contraire, ça va permettre une adoption plus large, ça va lever des barrières, des freins pour les investisseurs, pour les gens qui souhaiteraient peut-être adopter cette technologie mais qui aujourd'hui ont encore un peu peur. Si d'une manière plus globale, eh bien on s'y met tous, il devient commun d'échanger par crypto, eh bien le Bitcoin sera là la valeur de référence en termes de sauvegarde, de stockage de valeur, en tout cas à mon sens. Voilà, donc gardez bien à l'esprit cette courbe de l'innovation, ce hype de Gartner qui est hyper important selon moi.
on suit le même chemin. Pour l'instant, tous les voyants sont au vert. Quand on regarde cela, c'est vrai que ça peut créer des appréhensions. Le Bitcoin, c'est spéculatif, c'est très volatile aussi, mais c'est normal, c'est un nouveau-né à l'échelle de l'humanité, qu'on ait comme ça des mouvements qui soient très prononcés, que l'on ait des doutes aussi sur la capacité du Bitcoin à révolutionner, à être adapté et adopté dans notre monde. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est normal, mais comme on a eu à certaines époques, et si vous connaissez quelqu'un qui a eu la présence d'esprit d'investir dans Google au début de leur activité, au début de leur cotation en bourse, vous dites que c'est quelqu'un très certainement de malin, qui a bien vu les choses venir, et vous auriez certainement aimé faire la même chose que lui. Aujourd'hui, c'est possible à mon sens grâce au Bitcoin, et c'est vraiment la prochaine réserve de valeur, à mon sens, la réserve de valeur 2.0. Pas forcément dans les échanges, parce que le Bitcoin n'est pas fait pour ça, même si il est plus facile d'échanger du Bitcoin que de l'once d'or, hein, par exemple, ou même pour payer, étant donné que le Bitcoin est fragmentable. Vous pouvez mettre autant de décimales après la virgule que vous le souhaitez, ce qui n'est pas le cas pour une once d'or, hein, à moins de limer un petit peu votre once d'or pour aller payer votre pizza ou votre baguette de pain. C'est extrêmement difficile. Alors qu'avec le Bitcoin, c'est tout à fait possible, donc il y a une vraie adaptabilité aussi en termes d'échange, en termes de transactions, même si à mon sens, il y a d'autres cryptos qui rempliront mieux cet objectif, mais le Bitcoin restera la valeur de refuge, la réserve de valeur par excellence, qui permettra l'appréciation de son capital par l'effet déflationniste justement que je mentionnais au début de cette vidéo. Voilà, il y a énormément à dire sur le Bitcoin globalement. Je ferai peut-être d'autres vidéos plus tard. On verra ce que ça donne à la fin du premier trimestre 2020. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, et puis de mettre un like aussi sur la vidéo, de vous abonner, ça me fait très plaisir. D'ailleurs, je tenais à vous remercier parce qu'on est de plus en plus sur la chaîne. Il y a eu beaucoup de commentaires ces derniers temps. Alors j'ai mis du temps à y répondre parce que j'ai pas vu qu'ils étaient bloqués en modération, tout simplement. Et donc maintenant, j'y ferai bien plus attention. Et on est de plus en plus à être abonnés. Donc partagez, commentez, mettez des likes, abonnez-vous. Ça me fait très plaisir. Ça m'encourage aussi à continuer. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!